Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à MPCM Sidney Camerzin, conseiller national, candidat PDC pour un renouvellement de son mandat, qui va réfléchir à la première question que je vais lui poser pendant que je vais vous présenter un petit livre. Sa première question, c'est les 3 livres qu'il va nous conseiller de lire et que peut-être nous ne connaîtrions pas. Je profite de ce petit moment, ce vendredi 13 octobre 2023, pour vous recommander ce livre, Ces gens-là, écrit par mon épouse Béatrice Riant, avec une préface de Sarah Briguet et puis une magnifique postface de Yves Godin. C'est un livre très dur, mais disons de résilience sur l'inceste, et avec 9 destins croisés et une écriture assez singulière, qui se remarque par une tonalité qui a su enregistrer les paroles des victimes. Pour commencer, avant de passer au livre, comme cela est coutume maintenant depuis quelques émissions, je vais proposer à Sidney Camerzin une définition pour une réaction en direct sur le dictionnaire du diable. Et je vais prendre le mot « excuser », s'excuser, c'est très court la définition, et une petite réaction à chaud. S'excuser, c'est poser les fondations d'une future offense. Ça vous suscite quoi, ce commentaire naturellement caustique? C'est intéressant parce que, mais c'est pas la définition qui me serait mis immédiatement en tête. C'est un peu, ouais, c'est caustique et c'est un peu de la manipulation. Alors tout le livre est dans ce registre-là. Et d'ailleurs, quand on dit dictionnaire du diable, on ne pense pas qu'on est dans le franc-tireur immédiatement. Hein. Tout à fait. Ok, alors j'étais ce matin au tribunal de Sierre avec un de vos confrères qui est du même parti que vous. Et puis, il a dit que lorsqu'il faut choisir de confier un enfant à son père ou à sa mère, lui, il était plutôt d'opinion que c'était mieux de le confier à l'un des deux et pas aux deux de manière alternée, parce que germait en l'enfant quelque chose de plus sécurisant et de plus positif. Alors, je sais que vous avez fait de votre mandat, on va dire, c'était une cause paternelle. Comment vous réagissez quand il y a un membre de votre parti, finalement, parti de la famille, je lui ai dit ce matin, qui tranche sur la question d'une manière, je crois, tout à fait différente de vous-même? Alors pour moi, c'est un propos que effectivement je me suis battu contre cette vision-là qui prévalait et qui prévaut encore aujourd'hui. Les tribunaux et les juges, en principe, aujourd'hui attribuent la garde en cas de séparation ou divorce à l'un ou l'autre des parents. Et c'est vrai que je trouve que c'est faux. Parce qu'un enfant, la première chose qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Et je pense qu'un enfant, il peut s'épanouir qu'en ayant des contacts avec ses 2 parents. Et puis ça, c'est la source même de son équilibre. Lui et les parents aussi. Donc pour les parents, de garder un contact en cas de séparation avec l'enfant, des 2 côtés, je pense que pour les 2 parents, c'est aussi essentiel. Je dirais ceci, je dirais que pour un enfant, de garder le contact avec les 2, c'est un équilibre. Et puis surtout, par exemple, je me mets à la place aujourd'hui, c'est souvent le père qui est, par exemple, moi je me considère comme un père moderne, par exemple, parce que j'ai participé à toutes les tâches, j'ai changé mes enfants, j'ai fait à manger, j'ai fait, etc. Et du jour au lendemain, je me suis séparé. Et du jour au lendemain, si on m'avait dit, eh bien, tu verras tes enfants que 4 jours par mois, ça aurait été vraiment une très grande souffrance, je pense. Et d'avoir pu continuer à les voir, alors j'ai eu de la chance parce que je m'entendais bien avec mon ex-compagne, mais d'avoir pu les voir grandir, pas seulement le week-end, parce que le week-end, on fait des activités de loisirs aussi. Là, ça permet, avec une garde partagée, on parle de garde partagée à partir de 30% du temps, c'est pas forcément 50-50 ou une semaine et l'autre, mais avec une garde partagée, ça m'a permis de passer du temps avec eux le week-end pour les loisirs, mais pas que, et c'est pas une surenchère de loisirs pour donner une bonne image envers ses enfants, ça me permettait aussi de les suivre pendant l'école, de les réprimander s'il devait y avoir des mauvaises notes, des mauvais résultats, de les voir évoluer. Et je pense pour eux, c'est essentiel d'avoir ces 2 contacts, c'est un
équilibre. Alors moi je me bats, aujourd'hui je crois qu'il y a trop de juges et de tribunaux aujourd'hui qui n'ont pas compris ça. Et puis, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez fait cette période de mandat, c'est comment, parce que vous avez fait surgir une autre loi, on peut dire, hein, comment ça s'est passé depuis les premières étapes jusqu'à la fin, parce qu'on a quand même dans une législature quelque chose qui a changé, alors qu'on dit qu'en Suisse les choses changent. Si vous pouviez faire un petit historique, une petite chronologie de vos constats de base qui vous a poussé à faire, disons, à initier ces changements. Alors le changement, il est en bonne voie, mais pour l'instant, l'idée a été acceptée par les deux conseils et le Conseil fédéral doit proposer un projet qui va arriver l'année prochaine. Donc la loi n'a pas encore changé, le Code civil, mais ce sera fait. Alors l'idée du projet, c'est quoi? L'idée du projet, c'est donc pour revenir vraiment à l'origine, moi ce qui m'a poussé, c'est mon activité d'avocat. J'ai eu un jour un client qui m'a un jour, on s'est retrouvé au tribunal, il était prêt à réduire son temps de travail à 80%. Il avait l'accord de son employeur que j'ai produit au juge de l'époque qui était en charge du dossier et le conjoint, la mère en l'occurrence, s'opposait vraiment à ça pour des raisons diverses. Et au final, le juge a dit, mais écoutez, la jurisprudence, c'est 2 week-ends par mois, donc malgré vos efforts pour réduire votre temps de travail, pour travailler à 80%. Avec une obstruction de l'un des parents. Avec une obstruction de l'un des parents, exactement. Et le juge a suivi et ça m'a profondément... J'ai ressenti ça vraiment comme quelque chose d'injuste. Pas seulement pour lui, mais pour ses enfants aussi, qui allaient moins pouvoir le voir. Et il était tout simplement, il était anéanti. Et ça a été le déclic. Je me suis dit, ben, si une fois je suis élu au Parlement à Berne, c'est une des premières interventions que j'aimerais déposer. Et donc alors, vous l'avez rédigé vous-même ou en participation avec un collectif, ou comme ça se fait de temps en temps, bien comment? Voilà, alors j'ai rédigé un premier texte et puis ensuite c'est vrai que pour avoir de la force, seul on ne fait rien, on est 246, on est un peu mêlé, on est un peu fondu dans la masse, hein, si je peux dire. Et là c'est important d'avoir des groupes qui nous soutiennent, il y a les groupes il y a les groupes de défense des pères, mais je préfère le terme coparentalité. Ça veut dire le rôle des deux parents. Par rapport à l'enfant, c'est pas la défense des pères ou des mères, parce que ça c'est secondaire, c'est les deux parents, et il y a des groupements au niveau suisse, au niveau roman, au niveau valaisan aussi qui se battent pour ça. Extérieur à l'Assemblée nationale. Extérieur à l'Assemblée nationale, donc ça a commencé avec ça. J'ai pris conseil aussi auprès d'amis juges, avocats qui pratiquaient aussi, et on a essayé de trouver un texte qui convienne. Je dirais que ce n'était pas facile parce qu'il y a deux options qu'on va d'ailleurs discuter à Berne l'année prochaine, quand le projet sera sur la table. Lesquelles? Une voie qui dirait qu'il faut imposer quasiment la garde alternée, qu'elle devienne automatique, avec des exceptions quand ça ne se prête pas, parce que l'un des parents ne souhaite pas, hein, ça existe, prendre en charge plus les enfants, ou parce qu'un des parents n'est pas en situation et en situation de les prendre en charge pour des raisons diverses, addiction ou violence ou autre. Et ça, c'est la solution la plus radicale, si je peux dire, quasiment une garde partagée systématique. Et l'autre, celle que j'ai déposée, mais qui sera discutée, d'encourager, de favoriser la garde alternée. Ça veut dire que le juge devrait vraiment pousser en gardant une liberté de manœuvre, parce qu'au final, chaque fois, l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération, mais en ayant en tête qu'il doit favoriser, encourager, sensibiliser. Mais franchement, on pourrait dire que ces dernières années, ceux qui pratiquent, comme vous et moi, de manière assez régulière ces cas, on peut dire qu'il y a maintenant un peu un changement où on a les juges en séance qui disent, mais écoutez, ils sont plutôt plus ouverts maintenant qu'il y a 10 ans, disons. C'est vrai qu'il y a eu un changement, heureusement. Il y a eu aussi l'autorité parentale conjointe qui est arrivée dans l'intervalle. Mais si on regarde les statistiques encore de la famille en Suisse, ça reste la garde partagée et ça reste quand même un modèle encore marginal aujourd'hui, même si on a une répartition de plus en plus équilibrée, mais ça reste un modèle, on a quand même ce modèle ancré où l'un des parents s'occupe, reste à la maison et l'autre travaille, etc. Alors j'étais justement au tribunal ce matin, il n'y a pas de hasard. Comme je rencontre Sidney Camerzin l'après-midi, alors j'ai demandé à un client qui est cette situation de père exclu, on va dire encore à un autre pays, etc. Puis il avait une question en se disant, bon, j'ai suivi ce qu'il est, c'est bien et tout, mais moi j'ai une question.
parce qu'en fait, ça se joue au niveau des mesures provisionnelles. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des mesures provisionnelles, ou il faudra attendre le jugement de divorce? Parce qu'on sait que ces mesures provisionnelles, les mesures protectrices de l'union conjugale, ça peut durer un temps assez long. Ça peut durer un temps assez long et ça pose les jalons de la suite. Du moment que la situation familiale a été fixée dans le cadre de mesures provisionnelles, en tout cas pour la garde, pour les contributions, c'est différent. On change rarement. C'est plus difficile après à faire changer parce que ça va aussi à l'encontre de l'intérêt des enfants qui se sont accommodés souvent de la situation dans l'intervalle. Donc c'est très important immédiatement que le juge, dès les premiers contacts, en fait, encourage ce modèle pour ce modèle d'ailleurs qui est en vigueur dans les pays scandinaves, qui est en vigueur dans beaucoup d'endroits. Et c'est vrai que ce qui a été positif pour moi, c'était de me rendre compte qu'en fait, il y a un soutien très large. Les réticences, on va peut-être en parler, qui sont venues de certains milieux féministes et de certains milieux conservateurs, notamment dans mon parti aussi. Et là, j'ai dû faire face à ça, mais ça a été réglé assez facilement. Et ça m'a surpris qu'il n'y avait jamais eu en fait de vraies propositions pour aller dans ce sens-là. Mais le but, ce serait ça, ce serait que le juge immédiatement dise allez vers une garde partagée, c'est bon pour vos enfants et c'est bon pour vous aussi, parce que Est-ce que ce propos-là, vous le faites vôtre aussi pour les petits enfants, disons, je suis en train de parler là de 0 à 2 ans, ou bien vous privilégiez le côté maternel? Non, là je crois que c'est au cas par cas, mais c'est vrai que les études pour les enfants en très bas âge, c'est vrai que la grande majorité des études le disent, le contact avec la maman pendant cette période-là est important. Donc je crois qu'il ne faut pas forcer vraiment pour les cas de tout petits enfants les choses et laisser justement à partir de 2 ans, 3 ans vraiment les choses se faire. Mais quand les enfants sont très petits, il y a unanimité, y compris pour les mouvements qui militent pour la coparentalité, de reconnaître le rôle de la maman dans cette tranche d'âge, il est fondamental. Alors, comme j'ai un spécialiste, entre guillemets, de cette chose qui est beaucoup investie, je vais aller dans des questions, une question un peu vicieuse, on va dire. C'est qu'est-ce qu'on fait finalement quand un des parents, pour des raisons diverses, professionnelles, sentimentales ou autres, décide ou veut, ou à la volonté, après avoir habité Sierre par exemple, de se dire je vais à Carcassonne, je vais en Pologne, je vais en Macédoine, etc. et je veux prendre avec moi mon enfant. Quelle est la juste position qu'on devrait avoir dans des situations telles que celle-là? Pour moi, l'intérêt de l'enfant, il devrait clairement l'emporter. Ça veut dire que du moment qu'il y a des enfants, une prise en charge des enfants... Mais vous savez comme moi que l'intérêt de l'enfant, c'est cette notion indéterminée, et tout le monde plaide, nos opposants, les gens qui sont avec nous, etc. Tout le monde prend appui sur le bien-être de l'enfant, puisque c'est le cardinal qu'on doit suivre. C'est vrai, mais je pense que l'intérêt de l'enfant, c'est vraiment cette relation avec ses 2 parents. Et je pense que c'est vraiment un élément essentiel. Alors on fait comment si l'un des 2 parents veut habiter à l'étranger? Alors à l'étranger, aujourd'hui, il faut quand même une autorisation justement, je parle de ça, judiciaire. C'est assez récent, ça fait quelques années, ce n'était pas le cas avant. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que c'est quand même une décision... Alors comment faire? Quelles indications, parce que le législatif, c'est vous finalement, quelles indications on doit donner aux magistrats dans des cas aussi difficiles que cela? Pour moi, ça devrait quand même être des conditions assez strictes, parce que le départ à l'étranger, ça veut dire qu'on va priver l'autre parent d'un contact régulier avec ses enfants, donc ça devrait vraiment être des cas de force majeure, si je peux dire. Pour moi, ça devrait être des cas exceptionnels si vraiment il y a des raisons familiales, d'entourage, toute une structure familiale à l'étranger qui permettrait une meilleure prise en charge de l'enfant pour le déraciner, si je peux dire, de son endroit où il est actuellement et de le remettre ailleurs. Il faudrait vraiment des circonstances qui sont vraiment particulière. Pour moi, le juge la direction, c'est plutôt de dire non, essayer de rester à proximité de manière à ce que l'enfant puisse avoir ce lien entre les 2 parents. Le cas dramatique auquel je pense, qui était ce matin, c'était une mère qui décide de partir en Macédoine. La Macédoine ne fait pas partie de l'Union européenne, et puis elle a cette caractéristique qui, je l'espère, était inconnue du juge qui a pris cette décision, que le droit macédonien n'admet pas, c'est une horreur que je vais dire, n'admet pas la garde alternée. Est-ce que dans des positions comme ça, on ne devrait pas imposer l'impossibilité du départ
pour les parents, si on regarde le bien-être des enfants. Dans le cas particulier, c'est aller si loin que le père a arrêté toute son activité professionnelle pour rejoindre son enfant dans ce pays, en ayant un droit de visite plus limité qu'il n'aurait eu en Suisse. Comment on traite ça, puisque la Macédoine n'est pas dans des conventions internationales de l'AE? Ouais, c'est des cas particuliers, mais c'est vrai qu'un pays qui ne reconnaît pas la garde alternée, pour moi, c'est un ordre juridique qui est contraire à ce qu'on... pas à l'intérêt public, parce que finalement, c'est le choix du législateur macédonien. Exactement, exactement. Mais pour moi, c'est quand même une conception des relations familiales qui sont incompatibles avec ce qu'on fait ici, avec le modèle familial qu'on veut aujourd'hui et qu'on pratique aujourd'hui en Suisse, avec notre modus vivendi aujourd'hui familial en Suisse. Donc pour moi, ça va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. De dire on ne veut pas, pour des raisons qui peuvent peut-être s'expliquer, diverses, mais on ne veut pas qu'un des parents, on ne veut pas que l'enfant soit peut-être balancé à gauche à droite, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais dans l'intérêt de l'enfant, pour moi, ce qui reste vraiment central, c'est de garder cette relation suivie avec les deux, et ça va à l'encontre pour moi, clairement, de l'intérêt. Alors on va changer complètement de sujet. Là, je vais présenter le numéro 100, j'avais présenté le numéro 100 du Regard Libre, une revue romande. Ici, je présente le numéro 100, c'est après 2 ans de parution, du Franc-Tireur qui a été fondé par Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, dont je recommande Éloge du blasphème en parenthèse, et la 3e éditorialiste étant Tristan Bannon. Je présente ça parce que naturellement on a une couverture ici qui dit l'effroi et les affreux, les uns massacrent, les autres excusent, et j'ai eu l'occasion de parler avec votre coparlementaire d'un autre parti de l'UDC pour dire la Suisse, la neutralité, Jean-Luc Ador, pour dire voilà quelle doit être la position de la Suisse aujourd'hui. J'avais introduit ça avec M. Ador en disant que je me demandais si Ignacio Cassis ne devrait pas faire partie de LFI en France parce qu'il avait dit que la Suisse ne pouvait pas assimiler le Hamas à une organisation terroriste. Et semble-t-il, le Conseil fédéral est en train de revoir sa position pour aller plutôt dans le sens de franc-tireur contre LFI et puis dire que c'est une organisation terroriste. Mais cela dit, quelle est la position que doit adopter la Suisse? Dans votre colistier, Benjamin Roduit a fait une démonstration sur ce divan de la neutralité active, positive de la Suisse, etc. Quel est le point de vue de la Suisse et du parlementaire camerzin? Bon, le Parlement a dû se prononcer à plusieurs reprises sur la neutralité ces 4 ans. C'était un objet essentiel sur 2 thèmes. Les sanctions économiques par rapport à la guerre en Ukraine, l'armement par rapport à la guerre en Ukraine aussi, avec des votes différents. Donc la Suisse a suivi les sanctions économiques, ce qui était à mon avis, ça a été beaucoup critiqué, notamment des collègues UDC et même de mon parti qui m'ont dit vous enterrez la neutralité. Je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. On se serait retrouvé totalement acculé sur le banc du système international parce que les capitaux, tous les capitaux russes sont partis à Dubaï, mais ils seraient venus pour moi en Suisse et on aurait eu un afflux de capitaux. On se serait les seuls d'ailleurs en Europe, ce qui nous aurait mis vraiment dans une position très difficile à tenir à mon avis. L'armement, c'était différent. Là, c'était la question de est-ce qu'il faut pouvoir réexporter ou pas. Et le Parlement, les deux chambres, sont restés attachés à un principe d'une neutralité. C'est quoi, juste pour vous rappeler, parce que je n'ai pas bien suivi, le résultat dans le deuxième vote sur l'armement? Sur l'armement, c'était finalement, une fois une chambre a accepté, il y a eu plusieurs propositions. Donc c'était balancé au départ? C'était balancé. Il y avait une volonté de changer les choses quand même. Mais on s'est retrouvé très vite heurté, soit à ceux qui disaient, qui voulaient aider l'Ukraine, notamment à gauche, notamment au PS, ceux qui disaient il faut aider l'Ukraine, il faut aider cette population qui fait l'objet de cette attaque, de cette agression. Mais donc on doit ouvrir la loi sur l'armement et permettre, dans ce cas précis, une réexportation de ces pays qui nous le demandaient, l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'au final, on a eu l'opposition de l'UDC, finalement, qui est revenue, ils ont eu des discussions, mais qui est revenue à une position de neutralité très stricte et qui dit non, on n'ouvre pas la réexportation pour des questions de neutralité. Et de la gauche aussi, surtout des Verts,
mais aussi une partie du PS qui était un petit peu divisée sur la question, mais les Verts étaient en bloc pour dire non, on ne contribue pas à l'effort de guerre, on contribue de manière humanitaire par les bons offices, etc. Et donc il y avait cette majorité de droite et de gauche. Et puis alors, pour ce drame absolu, cette horreur, ce massacre qui se passe là entre Israël et le Hamas, quelle doit être notre position? Bon, c'est effectivement un drame. La position du pays, hein, je dis. Bah, moi, je pense que le pays, au-delà du drame, de cette immense souffrance qu'on vit aujourd'hui, tous, je crois qu'on est tous touchés par ce qui se passe. La Suisse, elle arrive toujours à, je trouve, et c'est sa force au niveau des relations internationales, à garder cette distance qui au-delà un petit peu de l'émotion immédiate, de ce sentiment très fort hein, qui peut nous emporter dans un camp en faveur d'un côté ou de l'autre, de garder cette distance pour nous permettre de dire comment gérer sur le moyen ou le long terme. Aujourd'hui, on est dans une escalade de la violence qui va continuer. Comment aller vers une désescalade et aller vers une solution où on aurait deux États. Je crois que c'est comme ça l'objectif, un État hébreu, un État palestinien qui puisse vivre un peu comme ça s'est passé au moment de la répartition en ex-Yougoslavie, de trouver des territoires. Est-ce que c'est supportable aujourd'hui? Je parle bien aujourd'hui, le oui, mais. Est-ce que c'est supportable? Ce qui est insupportable, c'est ce déchaînement de violence, en particulier sur la population civile. Ça c'est insupportable. Et là, pour moi, je pense qu'après... Sans qu'il y ait de mais. Sans mais. Je trouve qu'il n'y a pas d'acceptation de ça. L'horreur d'agresser 250 personnes dans un festival de dance, vice-versa, l'horreur de bombardements sur des civils dans des villes où tout le monde vit avec une très grande densité de population. Je pense que la Suisse devrait appeler un cessez-le-feu. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution qu'un cessez-le-feu immédiat. Alors que lorsqu'on utilise ces termes cessez-le-feu, en Assemblée nationale française cette fois, ça a été, on va dire, un tollé national parce que c'est venu de LFI. Ça c'est la position, on va dire, anti-LFI très claire. Les affreux de ça, c'est Jean-Luc Mélenchon et les siens. Et quand la chef parlementaire de LFI a utilisé cessez-le-feu, ça a été insupportable pour une partie de la classe politique française. Ce cessez-le-feu, en réalité, nous, Suisses, je pense qu'on le voit très loin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est supportable de dire cessez-le-feu? Puis est-ce qu'on peut dire aux Israéliens aujourd'hui cessez-le-feu? Est-ce qu'il y a n'importe quel gouvernement israélien qui pourrait suivre cette position? On le sait, c'est impossible. Alors, c'est un souhait. Le but, c'est que pour moi, le cessez-le-feu, je le défends parce que pour moi, c'est cesser la violence. Israël, le problème aujourd'hui, a été agressé et veut sécuriser sa frontière avec la bande de Gaza notamment. Et de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est ce qui se prépare. Il y a une offensive qui va démarrer. On peut la comprendre dans un sens de sécuriser la frontière et la distance, de créer une distance de sécurité pour éviter, on a vu qu'ils n'étaient pas aujourd'hui sécurisés puisque ça a été ça a été franchi relativement facilement la barrière d'aujourd'hui. Donc d'utiliser des moyens militaires de défense pour sécuriser l'ensemble de la zone, ça je peux le comprendre. Mais disons d'utiliser la violence contre la population et l'utilisation de la violence de part et d'autre, pour moi, ça, le principe, c'est un discours raisonnable, mais quand on sait qu'il y a 2 400 000 personnes, 200 000 personnes dans 365 km², il y a une densité absolument incroyable, c'est presque vœu pieux que de soutenir ça. Même si les Israéliens aujourd'hui disent, voilà, le Nord, vous évacuez, etc., pour essayer de limiter le mort des civils. Mais on se rend bien compte que c'est pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une impasse parce que c'est impossible, aussi bien, c'est impossible le combat, si vraiment il se prolonge en zone urbaine, aussi dense que celle-là, avec des souterrains, avec des voies qui ont été creusées, etc., ça va être un bourbier impossible à gérer.
Le combat urbain, c'est le combat le plus difficile, le plus dur, maison par maison, on l'a vu dans l'histoire, que ce soit à Stalingrad, que ce soit dans des combats récents en zone urbaine, c'est le combat le plus difficile à gérer. Donc pour l'armée israélienne, s'ils veulent soumettre, je ne sais pas quel est leur projet, mais la totalité en tout cas de Gaza ou une partie du patrimoine bâti, ça va être vraiment très, très difficile à réaliser. Ce que je peux comprendre, c'est la volonté de sécuriser vraiment la frontière. Pour plus qu'il y ait de ces incursions meurtrières comme elles se sont passées. Ça c'est quelque chose en tout cas, que je pense qu'on peut comprendre. Après, de soumettre une région entière, ça va être impossible. Ça va être un bourbier, à mon avis, impossible à réaliser. Et pour moi, c'est dans ce sens-là que j'appellerais à un cessez-le-feu pour dire sécurisation de la zone, oui. Les moyens nécessaires pour ça, pour éviter que ça se reproduise des agressions contre des centaines de personnes, oui. Si ça nécessite des incursions des moyens militaires dans la bande de Gaza, peut-être. Mais plus loin d'une invasion complète, c'est illusoire parce que ça va être une guérilla urbaine qui sera impossible à gérer. Ça s'est déjà passé. D'ailleurs, Israël avait à l'époque une présence militaire dans la bande de Gaza et ça s'est pas très bien terminé pour les deux parties. Donc le rôle de la Suisse, pour revenir à votre question, pour moi, ça doit être d'en appeler à une désescalade de la violence. Sécurisation des lieux, oui, mais immédiatement après, une désescalade de la violence et essayer de recommencer ce qui avait essayé d'être fait avec les accords d'Oslo en 1993, d'essayer de remettre l'ouvrage sur le métier et d'arriver un jour à, même si ça paraît tellement... C'est l'endroit le plus sensible au monde. On est au cœur des religions de l'islam, de l'État hébreu, de chrétiens aussi qui vivent là-bas. On est aux origines de la Terre Sainte aussi, pour tous les courants religieux. Et c'est là le cœur, un peu, humainement parlant, des forces qui se côtoient et qui s'affrontent. Et ça va être très dur à réaliser, mais je pense que ça doit être ça l'objectif de la Suisse, de se proposer pour créer quand même les conditions territoriales. On a aujourd'hui la Cisjordanie et la bande de Gaza avec des statuts provisoires, et bien d'essayer d'arriver. On n'aura pas d'autre solution que d'avoir deux États un jour. Aucun ne parviendra à anéantir l'autre, même si aujourd'hui on est dans ce courant-là, d'avoir deux États qui coexistent et qui arrivent à cohabiter, comme on l'a fait en Suisse aussi d'ailleurs. Alors je vais sauter du coq à l'âne. Il y a une question qui revient souvent. Qu'on veut poser aux parlementaires, c'est ici on est en période électorale. Est-ce que le souci du bien public du parlementaire, il n'est pas limité à cette période et de l'autre côté, la plupart du temps, on va s'intéresser à ses intérêts propres. En quelque sorte, il y a une critique du citoyen vis-à-vis des parlementaires de se dire finalement, je m'occupe de ma petite personne et puis accessoirement avec un peu de beau discours du bien public. Est-ce que c'est exagéré cette position? J'espère surtout que ce n'est pas le cas. Je crois en l'action politique. Moi, je suis peut-être encore un peu naïf, on me répondra pour certains, la politique qui est un monde froid, un monde d'intérêt. Mais je crois que l'intérêt personnel, quand même, de ce que maintenant j'ai pratiqué... Il ne domine pas. Il domine dans certains aspects. On en parlera peut-être notamment au niveau des lobbies, qui est aussi une expérience pour moi bien intéressante. Et là, il y a des intérêts des fois financiers très forts et il y a des parlementaires qui sont malheureusement liés à ces intérêts-là. Mais j'espère que pour des causes aussi importantes que celle-là, la position de la Suisse par rapport aujourd'hui au conflit israélo-palestinien, conflit ukrainien, conflit des situations tendues qu'on a aussi en Europe d'ailleurs, et bien qu'on arrive à... Moi, je crois qu'on arrive à faire la part des choses. Le politicien, il est toujours un peu, c'est clair qu'il est toujours un peu guidé par sa réélection. Je peux le dire, dans une semaine, on vote sur les élections et je suis candidat. Mais il faut arriver, je pense, à s'éloigner de ça, de la peur de ne pas être réélu, de l'ambition de faire des scores très élevés pour avoir, soit pour sa gloriole, soit pour avoir Je crois qu'il faut essayer de faire abstraction de ça, de faire son travail, et puis c'est facile à dire aussi, mais et l'impression que j'ai en Suisse, quand je regarde ce qui se passe en France dans les émissions politiques, j'ai l'impression que le discours et la volonté de domination dans le discours, qui est des fois d'ailleurs très brillant,
mais elle l'emporte des fois sur le travail et sur la volonté. Ici, on a cette discrétion aussi quand même. Le politicien, moi, je ne me considère pas dans une autre catégorie que tous ceux que je côtoie au quotidien dans mon activité d'avocat. On est au même titre, on est membre de la société civile. Il n'y a pas une différence entre politicien et citoyen. On est citoyen, on remplit notre fonction parce qu'on a la chance de pouvoir le faire quelques années, puis un jour ça s'arrête et on redevient citoyen. Comme Cincinnati qui partait au combat et qui revenait labourer ses champs après Alors que quand on parle lobby, immédiatement vient le problème des coûts de la santé, c'est la préoccupation numéro un des gens. Alors c'est un peu cette question bateau que je pose à tout le monde. Finalement, je la modifie un tout petit peu, mais est-ce que ces lobbies, finalement, se maîtrisent eux-mêmes de telle sorte qu'il n'y a pas d'avancée. Et que finalement, on se dit que la responsabilité du législatif, de quel parti il est, ça serait de pouvoir avoir une position commune. Parce que la force de la Suisse, c'est quand même le consensus, c'est le compromis. Des fois, c'est pas bon, etc. Mais c'est le compromis. C'est ça qui fait, on va dire, la spécificité de la Suisse. En tout cas, telle que je la comprends. Et on se dit que ce consensus-là, depuis des années, dans le champ des coûts de la santé et du financement et des coûts des deux côtés, il y a une sorte d'impasse. Est-ce que cette analyse elle est juste? Et si elle est juste, que faire pour modifier? Et si elle est fausse, pourquoi? Elle est juste. Elle est juste, c'est l'échec de la politique fédérale pour moi. On a eu des... Il y a beaucoup qui disent ça. Pourquoi on n'arrive pas à s'extirper de ça? Parce qu'il y a des intérêts très forts. L'industrie pharmaceutique par rapport aux médicaments. Les cantons, il y a des strates aussi, cantons confédération par rapport aux hôpitaux. Les médecins aussi, c'est un lobby aussi très très fort. Le personnel médical, les infirmiers, on l'a vu aussi avec l'initiative qui a passé, qui ont aussi des lobbies et des groupes d'influence très puissants. Les assureurs. Et avec ça, on a des lobbies très forts qui se renvoient la balle tout le temps, avec des personnes très très bien informées, très convaincantes, et on n'arrive pas à trouver une solution globale. Alors probablement que... Et on n'arrive pas à un compromis. Et ça ne bouge pas. Et le seul moyen, c'est de faire le pompier en rajoutant à la fin, en aidant un coup de subvention. Votre position personnelle, parce que je n'ai pas suivi ça dans le détail, mais je m'aperçois que quelqu'un comme Jean-Luc Ador, par exemple, qui est à droite du Parlement, pourrait se retrouver dans la position des socialistes, par exemple, sur la caisse unique. Ouais. C'est quoi le positionnement du PDC, puis la vôtre personnellement sur cette question? C'est une question quand même très difficile. Hein, c'est une question très difficile parce que je pense que ce n'est pas la solution unique. Il y a aussi le prix des médicaments. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des génériques plus? On n'a que entre 5 et 10% de génériques en Suisse, alors qu'en France, on est à 40%, et que c'est beaucoup moins cher. Pourquoi on a près de 280 ou 300 hôpitaux, alors par rapport à la densité de population, si on prend des trucs similaires, c'est excessif, clairement, on a 2 ou 3 fois trop. Voilà, ça, il y a plusieurs strates où on pourrait agir, où il faudrait agir, mais aujourd'hui, on est dans une impuissance. Les assureurs, c'est un problème. On prétend qu'il y a une concurrence, sincèrement, il n'y a pas de concurrence à mon avis. Oui, en automne, on se demande un petit peu, mais il y a les coûts de la santé qui augmentent. Quand on dit absence de concurrence, l'économiste que je suis dit, est-ce qu'il y a un cartel? Moi, j'ai fait. Alors, le mot est fort, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un cartel de fait, ouais. Il y a une entente déjà sur l'augmentation des prix, qui est annoncée à chaque fois. Tout le monde s'entend pour dire quelle est l'augmentation des prix pour l'année à venir. Et ça nécessite une entente. Et ensuite, il y a, alors sur les primes, il y a une concurrence, quoi, pseudo-concurrence, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur la hausse des coûts de la santé, qui est la cause. La hausse des coûts de la santé, c'est ça qui induit après la hausse des primes. Et là, cette concurrence ne joue pas. C'est pour ça que... Moi, j'étais toujours contre la caisse unique, mon parti aussi, mais l'opinion est en train d'évoluer, comme à l'UDC aussi. Jean-Luc Ador est un porte-voix un petit peu de ce courant-là, pour dire, mais écoutez, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord,
les assureurs, mais pas que, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre qu'aux assureurs dans ce domaine-là, mais ils jouent un rôle quand même essentiel, eh bien, on va devoir introduire une caisse unique. C'est la solution la plus extrême, de dire pour l'assurance obligatoire, hein, on balaye toutes les caisses et on fait une caisse unique nationale, style CNA, mais d'abord peut-être dans les cantons. J'ai vu à Genève encore hier que une caisse publique en tout cas qui serait un vrai concurrent, une caisse publique qui serait un vrai concurrent sans intérêt autre que l'intérêt de la population à la baisse des primes au final, et ça je me réjouis de voir et je soutiendrai. Si en Valais on arrivait avec une idée de caisse publique, s'il y avait une motion d'un député, et là je lance un appel peut-être aux députés de mon groupe ou d'autres, peu importe, qui pourraient déposer une intervention dans le sens d'une caisse publique cantonale, je soutiendrai cette idée-là parce que je pense qu'elle pourrait, comme le fait M. Maudet, sauf erreur, c'est lui qui est arrivé avec ça à Genève, et bien il est en charge du département de la santé, donc il est aux premières loges peut-être pour faire cela. Ça va être intéressant de voir le résultat. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur les primes? Il y a un dernier point quand même, c'est la responsabilité aussi de chacun de pas se rendre systématiquement et d'utiliser le système et de se dire eh bien je vais aux urgences, je vais chez le médecin, etc. quand ça se prête. Est-ce qu'on est dans un pays donc de bien-être, hein, etc. Est-ce qu'on est dans un pays de surspécialisation médicale? Oui, on voit qu'il manque de généralistes, on voit que les spécialisations, elles ont beaucoup de succès au niveau des études. Est-ce que le manque de généralistes, tout le monde se plaint, est-ce qu'il n'est pas lié à un mode de sélection des médecins, une sorte de numerus clausus caché qui ne dit pas son nom dans les deux premières années de choix de Je pense aussi, ouais. J'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, la spécialisation, elle est mieux cotée, mieux rémunérée aussi. Et il y a un désintérêt au niveau des généralistes. Le numerus clausus, je pense qu'il déguisait au niveau des premières années de médecine, il existe aussi et il fait qu'aujourd'hui on doit recruter, trouver des médecins étrangers qui... Donc tout le monde le dit, hein, on a des médecins étrangers qui ont des qualifications donc, liées, etc. Mais c'est parce que chez nous on a décidé de restreindre l'accès aux études de médecine. Et puis le mode de qualification, on va dire qualification dans le sens je suis promu à l'année suivante, c'est très technique, c'est très... on connaît ces éléments, biochimie, chimie, physique, etc., qui peut-être ne dit rien sur la vocation de la personne en tant que médecin ultérieurement. J'ai fait l'expérience récemment d'une personne, d'une valaisanne, qui a échoué à ses examens des 2 premières années, et puis elle est partie en Roumanie. Elle est partie en Roumanie parce qu'elle s'est dit, moi, je veux vraiment faire la médecine, et je ne vais pas me laisser. Et elle fait ses études, etc. Et elle revient, elle a fini tout son cursus, etc. Elle se dirige vers la spécialisation de cardiologie. Moi, j'ai envie de dire que c'est un échec, compte tenu de comment je perçois cette personne dans sa vocation de médecin. Et est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose à ce niveau-là et à qui la charge alors d'une telle mission? Ouais, c'est vrai que c'est l'aveu d'un échec, de se dire qu'une personne qui aurait eu probablement toutes les qualités, les compétences qui a échoué aux examens techniques des QCM que l'on connaît. Si, de QCM que l'on connaît, hyper sélectif et qui a réussi ailleurs et qui va peut-être revenir ici avec du succès exercer sa profession. Ouais, je crois qu'on est c'est un des nombreux paradoxes de ce domaine-là, de la santé, où on est très sélectif pour avoir les meilleurs médecins, le meilleur système médical qui puisse avoir, bon, ça on le reconnaît, les standards sont quand même élevés, mais au final on écarte, on laisse beaucoup de monde de côté, et il faut en arriver à des absurdités quand même, d'aller faire sa formation ailleurs et de revenir après. C'est vrai qu'on peut se poser des questions au niveau aussi de la formation. Je fais un petit saut ailleurs. Oui. Vous êtes avocat, je suis avocat. Je pense qu'il y a un point sur lequel la plupart magistrats, greffiers, avocats, etc. se reconnaissent en se disant le cancer de la justice, c'est l'absence de célérité. C'est une longueur des procédures, etc. Et la justice a quand même un rôle social à jouer, c'est-à-dire de règlement des litiges. Et plus le litige dure, plus il y a de l'animosité de l'âpreté dans les relations. On peut dire que c'est pas
simplement le Valais, c'est dans tous les cantons, à plus ou moins dans tous les pays, etc. Est-ce qu'au niveau des relations sociales, il n'y a pas quelque chose à faire là pour peut-être donner un coup de pouce, soit au niveau des ressources humaines ou des ressources financières, pour faire en sorte, parce que nous, avocats, on le sait, c'est une question à laquelle on doit répondre pratiquement tous les jours, comment ça se fait que mon dossier n'avance pas, etc. etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, d'un point de vue fédéral, puisque par exemple, on a un code civil fédéral maintenant, un code de procédure civile fédéral, c'est pas cantonal. On dit que la justice, elle est cantonale, mais normalement, il devrait y avoir une voie commune pour tous les cantons. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, ou bien c'est comme les coûts de la santé, on laisse aller, on verra bien où ça mène? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est une des raisons qui m'a conduit à réduire et voire à... J'exerce quasiment plus comme avocat, pas seulement parce qu'il y a mes activités politiques qui ont pris une grande part de mon activité professionnelle, pas seulement parce que d'être un avocat pugnace en Valais, quand on fait de la politique, il y a aussi après les élections, et c'est pas toujours très positif, voilà, mais aussi pour cette raison-là que les procès, je dois dire qu'après 10 ans où j'ai vraiment pratiqué le barreau, après mes études, pendant une dizaine d'années avant de m'engager publiquement pour la politique, j'ai pratiqué et ça a été quand même une grande source de frustration et de déception, la durée des procès et l'absurdité des procès, des procédures. Je pratique plus, mais je crois que vous le faites quotidiennement, et ces énoncés de faits qui doivent être de preuves aussi, on en vient dans un formalisme qui cache finalement tout le reste, qui cache aussi l'essence des fois de la cause, et ça a été pour moi une déception. Et je pense que ce qu'on essaie de faire au niveau pénal, ça a été de mettre des délais. Donc une année pour traiter un appel, c'est des délais d'ordre, mais des souhaits. On est bien d'accord, là il y a un grand procès qui va avoir lieu le 16 octobre, lundi, sur quelque chose qui est finalement assez facile, c'est 2 ans et demi en appel, en procédure d'appel, c'est-à-dire depuis le dépôt de la déclaration d'appel jusqu'au jugement au tribunal cantonal. Moi, je pense que c'est une responsabilité du législatif de se dire, mais est-ce que nous, on veut une justice qui fonctionne comme ça? Ça me paraît, mais hors norme. C'est hors norme, et comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez à ceux qui nous écoutent, aux justiciables, si vous partez dans un procès civil, un des derniers procès que j'ai fait, c'était un procès pour un droit de passage dans une ville, qui a duré 10 ans pour un premier jugement. Et là, depuis le tout début des premières discussions entre avocats jusqu'à la décision, et comment vous dites aujourd'hui aux justiciables, mais si vous partez en justice civile ou pénale, ça va durer 2 ans et demi en appel, ça va durer 5 ans en première instance. C'est incompréhensible pour les justiciables. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Ça fonctionne pas. Alors là, pour moi, il y a un rôle des juges aussi, de dire, eh bien, et on retrouve aussi cette responsabilité chez les politiques, appliquez, faites preuve de bon sens, décidez, prenez une décision, prenez vos responsabilités. Si vous êtes cassé... On peut se cacher derrière l'application de la procédure. On fait des petits actes procéduraux parce qu'on se dit, ouais, c'est trop difficile à décider. Mais finalement, le métier de juge, c'est aussi celui de décider. C'est décider. Alors, on sent, il y a des statistiques de réussite interne et tout ça, mais je crois qu'il faut mettre ça de côté, prendre des décisions. Le juge, il est là pour ça. C'est sa fonction. En sachant qu'on peut se tromper. En sachant qu'on peut se tromper. Tout le monde peut se tromper, absolument. Et en acceptant pour eux qu'ils peuvent être cassés dans une instance supérieure, mais en prenant la décision. On sent des fois, moi je le sentais, que le juge ne voulait pas, pour diverses raisons, que ça traînait. Alors, il y a le rôle des juges, il y a aussi quand même le rôle des fois des avocats aussi, qui doivent aussi, parfois il y a aussi voilà, des intérêts. Absence de pondération. Absence de pondération du client aussi, des clients aussi qui souhaitent à tout prix faire durer les procès. Mais je crois que le juge a un rôle clé. Alors vous avez parlé des ressources humaines, c'est important, c'est vrai qu'il y a énormément de causes, il y a une inflation des causes, mais de se dire finalement, plutôt que de pondre sur une décision de main levée 120 pages, j'ai eu des décisions similaires pour des montants relativement peu importants, avec toutes sortes de références très intéressantes, mais qu'on ne lit pas. Qu'on ne lit pas, pas toujours.
Mais de dire non, je décide, c'est ma mission et voilà, je prends un certain risque. Ça me fait un peu penser aussi aux politiques des fois, aujourd'hui qui se réfugient pour se blinder vers des experts, vers des task force, voilà, et on prend plus la responsabilité de la décision qui expose, c'est vrai, mais qui est celle pour laquelle on est élu. Et ça, je pense qu'on est dans une société où on va plus vers ouais, autant les juges que des fois ceux qui exercent la fonction exécutive notamment se réfugient derrière les lois, derrière des expertises, derrière des experts, des groupements de réflexion avant de prendre des décisions, et ça retarde et la justice et le législatif. Quelle est votre réaction si je vous dis que nous en Suisse on a réussi une sorte de fiction politique institutionnelle assez bien, des corps, associations, communes, cantons, les doubles chambres, le système démocratique qui est une sorte, allez, disons, osons le mot, modèle que nous défendons. Et dans le même temps, je vous dis, mais ce modèle-là, si on est convaincu, pourquoi le réserver qu'à la Suisse? Est-ce que la Suisse, elle ne pourrait pas faire ce pas de géant que 80% des gens ne veulent pas, c'est adhérer à cette Europe? On est au cœur pour dire que peut-être on a quelque chose à apporter et puis à faire en sorte qu'on puisse se diriger vers une Europe confédérale qui n'existera jamais si nous, petits Suisses, on ne la pousse pas dans ce sens. Alors, c'est vrai que, à mon avis, au niveau européen, la seule issue, c'est une Europe des États, une Europe des nations, comme le disait Chevènement en France. Je pense qu'il avait raison, c'est de dire chaque État doit garder... un homme de gauche, qui n'a pas les mêmes convictions. De centre-gauche. Alors, à l'époque, il était à l'extrême gauche du Parti socialiste. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est cette Europe des nations qui respecte chaque État et puis qui se construit sur le fédéralisme un peu comme on l'a fait en Suisse. Je ne pense pas que c'est en adhérant forcément à l'Europe qu'on va pouvoir imposer. Alors il y aurait vraiment une voix qui serait plus forte à l'intérieur, ça c'est vrai. Bon, actuellement on n'a pas cette majorité. Il n'y a pas cette majorité, il n'y a pas cette volonté, très clairement à Berne, à part quelques... un parti ou deux, quelques francs-tireurs, tout à fait, qui défendent cette position-là, mais ce n'est pas la volonté. Mais je pense qu'on peut quand même, par le biais... Vous parlez de l'Europe, c'est intéressant, on a parlé de la santé qui est un échec, et le deuxième échec de cette législature, ça a été quand même l'Europe, la rupture de cet accord cadre, à tort ou à raison, mais surtout... Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi ça? Ça, c'était intéressant pour moi. On avait deux fronts très puissants. L'Europe, on voit dans les votations sur les bilatérales, on fait passer quand on n'a qu'un seul adversaire. Quand c'est la droite souverainiste de l'UDC, et encore, il y a des grands personnalités de l'UDC qui ne sont pas totalement contre des relations et qui n'étaient pas totalement contre cet accord cadre, mais quand on a un seul front à gérer pour une votation par rapport à l'Europe, soit l'UDC, en principe, qui s'oppose par principe, on peut gagner. On l'a vu les dernières fois sur la libre circulation. Quand on a deux fronts, et là ça a été le coup de grâce, la gauche syndicaliste, qui s'est alliée par les syndicats, c'est M. Maillard en Suisse romande qui a porté cette voie-là, et là c'est au niveau fédéral, c'est très dur à convaincre, parce qu'on a d'un côté ceux qui disent on ne veut pas des juges étrangers, on ne veut pas de cette ingérence du droit européen en Suisse, ce qu'on peut comprendre, et c'est vrai que c'est un point très sensible. C'est déjà dur à gagner dans une votation normale sur la libre circulation, si en plus on rajoute un tribunal arbitral même, qui pourrait prendre des décisions, mais il faudrait vraiment convaincre. Je pense qu'on pourrait gagner, mais ce serait avec une solution très équilibrée, voilà. Mais disons que c'est déjà un combat difficile. Si vous rajoutez à ça les syndicats, comme ça a été le cas pour l'accord cadre, qui disent mais en plus on doit surveiller les salaires, on doit éviter le dumping salarial au niveau des travailleurs détachés et autres, des délais d'annonce, etc. Surtout la protection des salaires, hein, c'était ça l'argument le plus fort. Eh bien, on n'accepte pas, il n'y a pas assez de garanties dans le projet, ça devenait ingérable. Et puis M. Cassis, à l'époque, n'a pas eu d'autre choix que de tirer la prise avec le Conseil fédéral. Donc c'est deux fronts très puissants. C'est quoi la voie maintenant? Parce que quand même,
l'Europe, au niveau de la force, de la puissance, c'est pas rien par rapport à nous. Alors c'est quoi la voie de sortie? Alors c'est pas rien, et surtout on en dépend au niveau énergétique. On voit qu'on est un peu en marge du système. Alors on va vers des temps un peu plus sereins, semble-t-il, mais enfin le risque existe toujours, et les Européens l'Europe, les membres de l'UE vont s'entraider, et on est un petit peu en marge du système. Au niveau économique, c'est très important d'avoir aussi des relations. Au niveau de la formation, Erasmus, Horizon Europe, etc. Donc il y a deux voies aujourd'hui. Aujourd'hui déjà on est dans une impasse, et c'est un dossier malheureusement qui s'est enlisé. La voie principale ce serait des bilatérales 3. C'est la voie aujourd'hui au niveau du département qui se... Est-ce que l'Europe veut ça? Eh bien c'est à nos diplomates d'être bons. Je pense que l'échec de l'accord cadre, ça a été aussi un échec de la diplomatie suisse, qui ne se sont pas rendus compte de ce courant et de gauche des syndicats et de la droite vraiment souverainiste qui ont plombé cet accord, et ils ont été surpris. Mais là, de faire preuve de cette diplomatie et de leur talent pour aller vers cette voie bilatérale 3. Les bilatérales, jusqu'à aujourd'hui, elles nous ont quand même beaucoup avantagés, et on a pu avoir une relation équilibrée au niveau des exportations, à tout niveau, aussi avec l'Europe. Donc moi, je milite vraiment pour avoir ces bilatérales 3, et que le département, et c'est le rôle du chef de département et de la diplomatie suisse, de réussir à faire passer des bilatérales 3. Ce serait un bel objectif pour la prochaine législature, d'arriver avec ce projet qui est aujourd'hui complètement enlisé. C'est vraiment malheureux. Quand on est parti du centre, qui est un peu le vent en poupe, puisque peut-être le PDC pourrait passer devant le PLR, quel regard, quand vous regardez en arrière la chute qui semble, on ne peut pas la définir comme vertigineuse, mais assez marquée, du mouvement vert, comment on la voit quand on est à l'intérieur du PDC? Alors, du centre. Du parti du centre? Oui. Bon, du centre. Je dirais que les Verts, il y a des facteurs. Je pense que les actions qui ont été très médiatisées, des colleurs de main, d'accord. Ça a pénalisé quand même. Ça a donné une image très négative. Ça d'une part. Et d'autre part, les Verts ont été dans cette législature mis dans une espèce de contradiction entre d'une part se départir des émissions de CO2, du fossile et autres, et d'autre part, quand on leur disait mais il faut alors faire d'autres solutions, trouver d'autres solutions qui sont soit de l'éolien, du solaire alpin, du nucléaire subsidiairement, parce que ça c'est mais oui, du nucléaire aussi au niveau des émissions de CO2, mais sur la prolongation des centrales, de l'hydraulique. Alors là, c'est quand même souvent une opposition de principe des Verts, et surtout de leurs alliés, les organisations de protection de l'environnement, et on était dans des impasses, et on n'arrive pas à voir aujourd'hui que proposent les Verts finalement, autre que la décroissance. Et la population, je pense qu'elle n'est pas d'accord, si vous posez la question à ceux qui nous écoutent, de réduire le niveau de vie de réduire simplement. Il y avait l'exemple rigolo de prendre des douches à plusieurs, ou de se doucher avec de l'eau froide, etc. C'est anecdotique, mais quel est le projet aujourd'hui? On ne le voit pas, et je pense que c'est ce qui a entraîné un petit peu la perte. Il y a eu une volonté de se dire, oui, tout le monde est conscient de ça, on veut réduire les émissions de CO2, on veut du mieux environnemental, mais il n'y a pas eu de projet concret, je pense. La population reste un peu sur sa faim, et il y a eu des actions controversées. Est-ce que ce n'est pas symptomatique quand on voit cette crise du climat, etc. Les jeunes, moi j'ai des enfants jeunes, autour de 20 ans, ils ont quand même une affinité par rapport à ces choses. Et puis d'un autre côté, on s'aperçoit que le parti qui devrait promouvoir ça, finalement, n'arrive pas, il n'y a pas une adhésion, on va dire, populaire à ce discours. Alors que quand on parle avec les gens, ils se sentent assez concernés. Est-ce qu'ils sont que concernés dans le discours et pas dans la réalité concrète? Mais alors comment expliquer cette... c'est presque un fossé, j'ai envie de dire. C'est presque un fossé, mais je pense aussi qu'il y a d'autres formations qui se sont saisies aussi vous parliez du centre, nos partis. On a proposé quand même des solutions pour se départir du CO2, pour
la transition énergétique des bâtiments avec des gros programmes financiers, produire plus d'énergie propre, éolienne, solaire ou hydraulique, notamment les parcs solaires alpins, que d'ailleurs la population a refusé. Et là, c'est vrai qu'on a un fossé, on a des contradictions, mais je pense que ce qui coûte aujourd'hui au vert, ils n'ont pas convaincu sur ce dossier-là. Et puis, ils se sont embarqués aussi, je pense, dans tout le débat aujourd'hui qui a pris beaucoup de place dans la société, sur le wokisme en particulier, où ils se sont un peu écartés de leur thématique première, ou en tout cas ils se sont diversifiés, à mon avis pas à leur avantage, avec ce débat-là où ils ont vraiment eu un discours très fort dans ce domaine-là, et je pense que pour une partie de la population qui attendait des solutions dans le domaine vraiment purement environnemental, ils restent sur leur faim. Et pour moi, c'est des mots valises qui ne veulent rien dire, mais peut-être vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est le wokisme. Je ne l'ai pas utilisé. C'est une bonne question. Le wokisme, pour moi, c'est un courant, d'une part, qui est la défense des minorités, quelles qu'elles soient. Alors ça, c'est bien sûr, il y a des objectifs louables par rapport à ça, mais il y a aussi tout un deuxième aspect qui est lié à ce qu'on appelle aussi, avec un autre mot anglais, la cancel culture, qui est de dire il faut faire abstraction de certaines choses, de certains, même de certains moments de notre histoire, parce que c'est pas bon et parce qu'on doit supprimer ça. Et ça. Quelle était votre réaction quand il y a eu la chute de cette statue à Neuchâtel, là, de Purie, je crois, hein? Oui. Comment vous ressentez ce... Mais moi, je suis pas wokiste par rapport à ça. Il y a une histoire. L'humanité, l'être humain a une histoire. Elle est là. On peut la critiquer. On peut essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. On peut la juger, en apprendre, mais on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas la canceller. On doit faire avec. Et on peut dire cancel en anglais, ça veut dire supprimer. C'est ça, et supprimer les statuts. Si vous supprimez demain, vous rasez un camp de concentration, qui sont les moments les plus ignobles de l'histoire contemporaine, à mon sens. Les raser, ça ne va pas supprimer ce qui s'est passé. Et je pense qu'au contraire, de visiter ces lieux empreints je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais le faire une fois, d'aller à Auschwitz et de voir ça. C'est des sites empreints de souffrance, mais qui, malheureusement, ce côté sombre de l'humanité existe. Et je pense qu'au contraire, il ne faut pas supprimer ça. Et on apprend aussi de ça, cette histoire de M. de Purie, du colonialisme, de l'esclavagisme, qui sont des moments dramatiques de l'histoire. Aujourd'hui, il nous enseigne aussi. Il nous donne les enseignements de ne pas refaire les mêmes erreurs et de supprimer des statuts. Pour moi, alors pas les mettre en évidence peut-être, mais à un moment donné ils ont été mis là, et aujourd'hui de supprimer ces symboles d'une histoire passée qu'on peut critiquer aujourd'hui et faire mieux, aller vers du mieux, j'ai de la peine à comprendre ça. Le combat de minorité, c'est une chose, on peut comprendre aussi vu quand même l'oppression qu'il y a eu à certains moments, mais la suppression de l'histoire ou de moments de l'histoire parce qu'il ne nous plaît pas, ou de passage de livres, pour Agatha Christie, de republier certains titres, c'est quand même assez extraordinaire. Pourquoi être contre le principe d'une élection par quota pour essayer d'augmenter, spécialement en Valais, le rôle des femmes dans les instances politiques? Parce que, moi là, je vais utiliser l'argument habituel, c'est de dire qu'on doit, compétence, favoriser la compétence, encourager la compétence. Probablement pour la première fois cet automne, c'est possible, en tout cas selon les projections, il y aura au Conseil national plus de femmes que d'hommes. Mais pas en Valais. Mais pas en Valais. En Valais, des pronostics, on est sur 1 sur 10, on va sur peut-être. 1 ou 2 sur 10. Ouais. C'est vrai que c'est comment favoriser. Je crois que après, je pense qu'en Valais actuellement, ça va changer. Donc, c'est en train de changer. C'est une situation qui fait que, voilà, on est aujourd'hui à 9 sur 10 quasiment, mais on peut dans 4 ou 8 ans tout d'un coup être dans la parité. Donc, pour moi, mais je pense pas que les quotas ce soit la bonne option. Ça va.
je ne pense pas que ce soit la bonne option de favoriser, de mettre en avant justement les compétents. Je crois que ça vient quand même au niveau des chefs de service, dans tous les secteurs, au niveau de la profession juridique aussi. J'apprends aussi que dans les... Ça c'est différent, voilà. Tout à fait, ouais. Donc c'est en train de se faire et voilà, ça prend peut-être en Valais un peu plus de temps qu'ailleurs, mais on y arrive. Heureusement que vous avez utilisé le mot livre parce que j'allais oublier, on va terminer de temps en temps, je termine, de temps en temps je commence. Donc quels sont les 3 livres qui vous ont marqué où vous dites tiens, je peux donner un bon conseil de lecture aux gens qui nous écoutent? 3 livres. Alors, il y en a un qui est lié à la profession d'avocat, un plutôt philosophique et un de littérature contemporaine un peu explosive. Alors, allons-y. Allons-y. Donc, le premier, ce serait celui que je recommande à tous les stagiaires que j'ai eus, L'exécution de Robert Badinter quand il était avocat en France et que... Au milieu des années 70. Au milieu des années 70, qu'existait encore la peine de mort par décapitation, guillotine, et l'avocat devait suivre le procès et en cas de perte du procès, accompagnait son client jusqu'à l'échafaud. C'était Buffet et Bontemps, hein, c'était ça. Absolument, ouais. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est un ouvrage qui m'a profondément marqué. Comment exercer ce métier avec le coup près, c'est le cas de le dire au final, et il le met avec des mots d'une telle humanité qu'en lisant ça, même mon collègue Jean-Luc Ador, je pense qu'il reverrait peut-être son jugement sur la peine capitale. Le titre, L'exécution, Badinter, son prénom? L'exécution, Robert Badinter. Robert Badinter. Il est publié, vous savez, quelle édition? Il est en livre de poche. Il est en livre de poche. Il a écrit le deuxième qui est l'abolition, qui a été ensuite le combat politique pour abolir. Okay. Le deuxième, philosophique c'est Sénèque, la tranquillité de l'âme, qui est extraordinaire au niveau de l'approche de la vie, des malheurs de toutes sortes qui nous arrivent à tous, comme avocats, comme personnes, comme être humain, comme client, etc. Et quel qu'il soit, la maladie, la séparation, la perte d'un être cher, et comment aborder ce problème. Et là, j'aime beaucoup la philosophie stoïcienne qui est de rester la résilience, le terme aujourd'hui c'est ça, d'accepter, et l'acceptation des choses, quelles qu'elles soient, même les pires finalement, ou les meilleures, d'accepter ça avec modération et avec distance, et ça permet d'avancer dans la vie, à mon avis. Et la littérature, le dernier alors? Alors la littérature, c'est l'auteur le plus détesté ou adulé aujourd'hui, mais que j'aime lire ses livres. Alors je partage évidemment pas tous ses ouvrages, c'est Michel, c'est Houellebecq. Et le livre qui m'a marqué, c'est Les particules élémentaires. Je trouve que au-delà de toute la littérature d'aujourd'hui, policière, des thrillers qui marchent très bien, mais c'est le seul pour moi vraiment écrivain français littéraire contemporain qui décrit la situation sociale de l'individu dans la société, souvent en perte de repères, souvent dans le désespoir, et qui se dirige vers toutes sortes de mouvements, des fois peu recommandables aussi, et il pose les bonnes questions sur la place de la femme, sur la place de la religion dans la société, etc. Puis c'est un être alors il a eu des propos très controversés, j'adhère pas de loin pas à tous ses propos, mais il est provocateur, il est aussi un peu franc-tireur. Alors, je dirais personnellement, puisqu'on termine là-dessus, je recommande Anéantir de Michel Houellebecq, qui est, je crois, l'un de ses derniers ouvrages. Un grand merci pour ce moment, Sylvie Camerzin. Merci à vous.